Les podcasts du Figaro. Très vite, j'ai compris que oui, mon corps, il fonctionnait différemment, mais il n'était pas moins performant, il n'était pas moins beau et que j'avais encore totalement les capacités d'avancer et de faire de très belles choses. L'émotion des Jeux paralympiques, elle est extraordinaire. C'est vraiment une compétition sportive hors du commun où on est bercé par la performance, où on ressent des émotions absolument extraordinaires et où finalement la situation de handicap n'est pas dérangeante. C'est même un supplément d'âme. Ce que le sport m'a apporté, c'est cette capacité à vivre ma propre vie et non pas celle finalement dans laquelle j'étais attendue par la société. Et une urgence a changé. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous aident à voir plus loin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Marie-Amélie Le Fur, athlète paralympique et présidente du comité paralympique et sportif français. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour Aude, bonjour à toutes et à tous. Marie-Amélie, vous êtes passionnée d'athlétisme et alors que vous décidiez de devenir sapeur-pompier, vous perdez une jambe à la suite d'un accident de scooter à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, vous êtes triple médaillée d'or des Jeux paralympiques à Londres et à Rio. Vous avez remporté au total 9 médailles en Jeux paralympiques. Vous avez également une vie professionnelle bien remplie, notamment avec la présidence du comité paralympique et sportif français. Et vous êtes également maman de 2 petites filles. Vous vous battez sans relâche pour la place des personnes en situation de handicap dans le sport et dans notre société. J'ai une première question, Marie-Amélie. Comment allez-vous aujourd'hui ? Plutôt bien. Après, je ne vais pas le cacher, je suis entre un mélange d'enthousiasme parce qu'on a hâte que ces Jeux paralympiques ils arrivent, parce que ça va être un moment de fête sportive absolument extraordinaire, parce que les écrins de performance vont être magiques, parce que voilà, c'est un moment qu'on attend toutes et tous depuis maintenant des années. Et moi, je suis sûre que le niveau paralympique va être très, très élevé cette année pour cette nouvelle édition des Jeux paralympiques. Puis quand même une petite pointe de pression et de stress parce qu'on a envie que ces Jeux paralympiques ils se passent bien, que l'équipe de France gagne des médailles, que le public soit au rendez-vous. Et surtout, ça c'est absolument essentiel, faire en sorte que ces Jeux ils soient utiles. Ils soient utiles dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap et qu'ils puissent durablement changer la place du sport dans la vie des personnes en situation de handicap. Vous avez un accident de scooter à l'âge de 15 ans, je l'ai dit. Comment est-ce qu'on surmonte à l'adolescence un tel accident de la vie ? Il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont aidé effectivement à traverser cette épreuve. La première, ça a été vraiment la proximité et l'importance de l'entourage. Vraiment, mon entourage a été pour moi le moteur de cette volonté de repartir, de cette volonté d'avancer. Et c'est grâce à eux que j'ai pris conscience qu'effectivement, alors oui, cet accident, il allait impacter ma vie puisque j'allais être handicapée pour tout le reste de mon existence. Mais que quand bien même mon existence, elle allait être différente de celle que j'avais imaginée et rêvée, elle serait tout aussi belle parce que j'étais toujours accompagnée des gens qui m'aimaient et que finalement, ce qui était fondamental pour moi, c'est-à-dire pouvoir fonder une famille, pouvoir construire des rêves, pouvoir mener un projet sportif, tout ça restait possible. Il fallait juste avoir le courage d'affronter cette situation d'inconnu et puis finalement se plonger à corps perdu dans ce monde des personnes en situation de handicap. Et le deuxième moteur qui a été absolument fondamental, vous vous en doutez, c'est le sport. Le sport qui est arrivé très rapidement pour moi derrière l'accident, puisque j'ai eu la chance de recourir 4 mois après mon accident. Et le mot chance, il n'est pas choisi au hasard, parce que c'est vraiment un concours de circonstances entre la présence de mes parents, entre la rencontre d'une orthoprothésiste, tout de suite un coach qui a souhaité m'accompagner dans cette aventure, le tournage d'un téléfilm qui a permis de financer la prothèse, voilà. Donc vous comprenez bien que toutes les personnes en situation de handicap, elles n'ont pas la chance d'avoir tout un tel alignement des planètes. Donc ça a été véritablement pour moi une chance de reprendre aussi rapidement. Et derrière, ce que le sport m'a apporté, c'est cette capacité à vivre ma propre vie et non pas celle finalement dans laquelle j'étais attendue par la société. Parce que ça, c'est une des choses les plus violentes que j'ai vécues lorsque j'ai découvert la situation de handicap, c'est que du jour au lendemain, c'était finalement désormais à la société de décider ce que je ne pouvais faire ou pas. Et j'ai découvert un monde empreint de limitations, de discrimination, de préjugés. Et grâce au sport, j'ai pu m'affranchir de tout ça. J'ai pu apprendre à me redécouvrir, apprendre à me connaître, apprendre à me comprendre. Très vite, j'ai compris que oui, mon corps, il fonctionnait différemment,
mais il n'était pas moins performant, il n'était pas moins beau et que j'avais encore totalement les capacités d'avancer et de faire de très belles choses. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous courez ? Déjà, ça dépend des jours. Il y a des jours où on est mieux que d'autres. Mais moi, ce que j'adore dans la sensation de courir, et je comprends tout à fait que des gens n'aiment pas courir. Enfin, ne croyons pas ça. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment un plaisir à courir parce que j'aime la sensation de légèreté, ce temps de suspension lorsqu'on est en l'air. Et d'un autre côté, j'aime ce sentiment de puissance lorsque vous avez l'appui au sol. Donc, je trouve que c'est un mélange comme ça de sentiments, à la fois la liberté, la légèreté du temps d'envol et à la fois la puissance lorsque vous prenez l'appui au sol. Et puis après, il y a les endroits où on court. La chance de pouvoir courir dans la nature, aux côtés des animaux, avec des paysages absolument extraordinaires. Je trouve que courir, c'est aussi apprendre à connaître et comprendre le monde dans lequel on évolue. Moi, j'ai la chance de vivre en campagne, de pouvoir aller courir dans les chemins. Et quand on court le matin, quand on voit la nature qui s'éveille, qui se réveille, les animaux qui vous regardent, voilà, moi, je trouve que c'est des moments absolument extraordinaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, au quotidien, on va évoluer avec des prothèses qui n'ont pas d'articulation de la cheville. Donc, ce qui va compenser en fait la cheville manquante, ça va être un mécanisme avec du carbone qui va se déformer et restituer de l'énergie. La lame de sport, elle a un format très particulier. Elle ne ressemble pas du tout à une jambe traditionnelle. Elle est très courbée vers l'arrière. Elle est faite entièrement en carbone, ce qui nous permet d'avoir un matériau qui va se déformer au moment de la prise d'appui. Ça va emmagasiner de l'énergie pour la restituer. Et donc, ça facilite en fait le passage du pas. Voilà, la restitution d'énergie va nous permettre de retrouver une sensation de propulsion, comme finalement ce que crée par une action mécanique la cheville. Donc, ça nous permet de courir avec beaucoup plus de fluidité, de facilité et moins de fatigabilité que si on courait avec une prothèse de vie de tous les jours. Je pense que le dépassement et la motivation me viennent par l'amour du challenge. En fait, j'aime être confrontée à la difficulté, j'aime être piquée au vif et me sentir par moments incapable d'eux. Et puis derrière, de chercher le rebond, de chercher comment avancer, de chercher comment finalement défrayer le regard que j'ai de moi-même sur mes compétences physiques et parfois même aussi psychologiques, et d'arriver comme ça, pas après pas, à repousser ces limites-là. En fait, c'est ce que j'aime dans le sport, c'est de vivre au travers de défis, donc des défis que je choisis, que je me fixe, et de chercher tant bien que mal à les résoudre, à les dépasser pour petit à petit aller vraiment comprendre ce qui est ma véritable limite corporelle et ce qui est ma véritable limite psychologique. Et quels sont vos plus beaux souvenirs de sport, d'émotions sportives ? Il y en a plusieurs. Forcément, les titres paralympiques sont des moments absolument merveilleux d'une carrière sportive, et notamment le premier titre à Londres avec 80 000 personnes dans le stade. C'était un moment absolument fabuleux. Après, un moment où j'ai ressenti énormément d'émotions, et plus de l'émotion que de la satisfaction en tant que telle, ça va être le cross des sapeurs-pompiers en 2005. Un an, en fait, après mon accident. Donc, je ne vais pas gagner cette course-là, je vais terminer deuxième. Mais le fait d'être comme ça sur le podium, face à toute une communauté, une communauté très fraternelle que représente le corps des sapeurs-pompiers, et d'être comme ça debout face à eux, de les voir m'applaudir, et aussi finalement moi de pouvoir les regarder, les remercier de tout le chemin qu'on avait parcouru ensemble, parce qu'il y a eu une véritable mobilisation de tous les sapeurs-pompiers après mon accident pour m'aider à me reconstruire, m'aider à accepter, m'aider à avancer au travers du sport. Et ça reste un des plus beaux souvenirs de ma carrière sportive, parce que c'est de magnifiques rencontres, et ça démontre que finalement, tous ensemble, on est capable de repousser les montagnes, et surtout de repousser les limites des préjugés et des discriminations. Des moments de découragement, vous en avez eu également ? Oui, découragement, échec. Et j'en ai régulièrement. On faut pas croire que c'est parce que on est sportif de haut niveau qu'il n'y a pas des moments de doute, de réinterrogation. Donc bien évidemment, il y a eu des périodes de découragement plus ou moins importants, parce que il faut savoir déjà que pour moi, c'est un mécanisme de fonctionnement. C'est que j'ai toujours tendance à remettre beaucoup de choses en cause,
mais parce que c'est mon modèle de fonctionnement. Je suis ultra perfectionniste et tant que je n'estime ne pas avoir atteint la perfection, ce qu'on n'atteint de toute façon jamais, je vais remettre en question, mais c'est mon modèle en fait d'itération positive. C'est que je réinterroge, je fais des choix et j'avance. Mais il y a eu des moments de découragement plus profonds, et notamment l'année 2013, où en fait, je n'ai pas bien géré l'arrivée de ce titre paralympique parce que on ne ressort pas inchangé d'un titre paralympique. Ça nous propulse dans une sphère sociale et sociétale totalement nouvelle. Ça nous confère des responsabilités aussi qui dépassent effectivement le simple fait d'être une ou un sportif de haut niveau. Et ça nous engage dans la durée à toujours être plus performant. Et cette transition, en fait, au début, je l'ai mal gérée parce que je ne me suis pas posé les bonnes questions. Je me suis posé la question du comment. Et la véritable question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est la question du pourquoi. Voilà. Pourquoi, finalement, ça faisait sens pour moi de repartir pour ces Jeux de Rio et qu'est-ce que j'en attendais réellement. Et une fois qu'on m'a incité, et notamment mon préparateur mental m'a incité à me poser les bonnes questions, on a pu réajuster le comment, on a pu réajuster la méthode et surtout, on a pu s'engager, et ça a été fondamental pour moi pour entretenir la motivation, dans un processus beaucoup plus structurant de transmission. Vous avez côtoyé beaucoup de para-athlètes dans votre carrière et encore aujourd'hui dans votre rôle. Qu'apporte le sport aux personnes en situation de handicap ? Au-delà des para-athlètes ou des athlètes paralympiques, j'ai eu surtout la chance de rencontrer énormément de personnes en situation de handicap, des familles, des parents, des enfants. Et on voit effectivement que le sport a un véritable rôle structurant pour eux. Un rôle structurant à l'échelle individuelle parce que ce sport, il permet de se découvrir, il permet de se comprendre, il permet de se connaître. Il permet aussi de s'affranchir d'une sorte de cloisonnement social où on a toujours vécu finalement avec les personnes en situation de handicap qui étaient à part de la société. Et grâce au sport, on peut arriver à réincarner ces valeurs du vivre ensemble, du faire ensemble et de vivre une émotion ensemble, une émotion sportive. Et ça va vraiment participer à la construction identitaire de l'individu et notamment de l'enfant en situation de handicap. On va aussi avoir des effets, des bienfaits en fait sur le handicap en lui-même, sur la santé, sur les pathologies associées. On va avoir un développement de l'autonomie aussi, puisqu'on va renforcer les capacités motrices. Voilà, donc ça, c'est tout finalement les apports à l'échelle individuelle, mais il y a aussi un apport à l'échelle de la société, un apport à l'échelle collective, qui est celle en fait de la rencontre. Et moi, je suis intimement convaincue que si demain, et je l'ai vécu à mon échelle personnelle, si demain, dans nos clubs de sport, on fait du sport ensemble, on va nager ensemble, on échange des balles ensemble, on court côte à côte, et durablement, on apprendra aussi aux Français à mieux vivre avec la situation de handicap et on apprendra à se découvrir au travers de nos qualités, de nos différences, de notre diversité et qu'on s'affranchira en fait un petit peu du regard encore difficile que portent les Français sur la situation de handicap. Vous êtes présidente du comité paralympique et sportif français depuis 2018. C'est un rôle assez différent de celui qu'on connaît de Tony Estanguet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce rôle et le fait qu'il ne s'arrêtera pas à la fin des Jeux paralympiques en septembre ? Effectivement, donc un petit point d'histoire, il faut savoir que le comité paralympique français a été créé en 1992 et que nous possédons 2 missions principales. La première, c'est de sélectionner et d'organiser toutes les conditions logistiques autour de la délégation française. Donc très concrètement, pour ces Jeux de Paris 2024, notre rôle, ce sera de sélectionner tous les athlètes français qui participeront aux Jeux paralympiques. On en aura globalement 240, donc c'est une délégation sans précédent. La France sera présente dans les 22 sports des Jeux paralympiques. Et on devra faire en sorte que tous ces athlètes, tous ces staffs qui viendront aux Jeux paralympiques soient dans les meilleures conditions le jour J pour performer et pour mettre à profit ces années d'entraînement. Autre enjeu très important autour de cette mission, c'est celui du rayonnement de l'équipe de France paralympique et donc d'orchestrer des mois, des années avant la tenue des Jeux et finalement la réussite médiatique et de faire en sorte, notamment pour cet été, pour avoir des stades pleins, que les Français connaissent les Jeux paralympiques, connaissent les sportifs paralympiques. Donc ça, c'est vraiment une mission qui a trait aux Jeux paralympiques et au volet de la haute performance. Et la deuxième grande mission, c'est celle de représenter
l'ensemble des fédérations françaises qui souhaitent qui développent une offre sportive adaptée aux personnes en situation de handicap. On veut vraiment renforcer le maillage de proximité pour les personnes en situation de handicap avec l'objectif d'avoir 3000 nouveaux clubs accueillants, inclusifs d'ici la fin de la saison 2025. Donc pour revenir aux Jeux paralympiques, ils commencent donc le 28 août. 28 août et ils se terminent le 8 septembre. Le 8 septembre, qu'est-ce que vous attendez de ces Jeux ? Quel sport vous conseillez ? Alors j'imagine tous, est-ce qu'il y en a qui sont particulièrement impressionnants, plein d'émotions, qui transportent, pour lequel vous conseillez aux auditeurs de prendre des places et de venir dans les stades ? Alors pour avoir la chance déjà de vivre ce mouvement paralympique depuis maintenant plusieurs années, d'avoir la chance d'avoir participé à 4 Jeux, je peux vous dire que l'émotion des Jeux paralympiques, elle est extraordinaire. C'est vraiment une compétition sportive hors du commun où on est bercé par la performance, où on ressent des émotions absolument extraordinaires et où finalement la situation de handicap n'est pas dérangeante. C'est même un supplément d'âme et je trouve que ça vient apporter un surplus d'émotions dans ce que l'on découvre et ce que l'on ressent. J'aurais pas forcément de conseils sur les sports parce que pour en avoir découvert la plupart, moi, j'ai toujours vibré, j'ai toujours ressenti des choses très fortes. Dès l'instant aussi que j'avais pris le temps en amont de faire ma propre pédagogie sur le sport, sur ses enjeux, sur la typologie des handicaps, ce qui me permettait aussi de mieux ressentir la performance réalisée par les athlètes. Parce que ça peut être aussi une difficulté que ressentent certaines personnes, c'est que la situation de handicap va venir effectivement très fortement impacter la performance qui, à l'œil nu, ne semble pas être extraordinaire. Mais dès l'instant que l'on comprend la contrainte dans laquelle finalement le sportif doit agir, je trouve que là, on est pleinement en mesure de connaître et de comprendre la performance réalisée. Donc voilà, moi, je me suis vraiment acculturée comme ça aux différents sports et je prends énormément de plaisir. Donc, c'est d'inviter vraiment tous les auditeurs peut-être à choisir en fonction des sports qu'ils aiment, en fonction des sportifs dont ils ont entendu parler, ou aussi tout simplement, parce que ça a été le cas pour les Jeux Olympiques, de choisir une arène sportive absolument iconique. Enfin, on aura le cécifoot au Champ de Mars, on aura le tir à l'arc également aux Invalides. Donc ça rajoute aussi, je trouve, du cachet aux épreuves paralympiques en tant que telles. En tout cas, il n'y aura pas de fausses notes, mais on aura besoin de vous. On aura besoin du public parce que c'est vraiment aussi ce supplément d'âme qui peut être donné aux sportifs et qui leur permettra d'aller chercher ce grand nombre de médailles que l'on attend de leur part. Un autre sujet très important, on sait notre société est encore trop peu adaptée aux personnes en situation de handicap. Est-ce que les Jeux olympiques et paralympiques, parce qu'on va accueillir énormément de gens à Paris et donc il y a les stades ont été forcément adaptés pour cet été, est-ce que ça va améliorer la situation ? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de profiter des Jeux paralympiques à Paris pour rendre Paris plus accessible pour les personnes en situation de handicap ? En tout cas, c'est une ambition qui avait été affichée par l'ensemble des acteurs dès le dossier de candidature, faire en sorte que l'arrivée des Jeux en France permette un essor en termes d'accessibilité et de vie quotidienne des personnes en situation de handicap. On n'a peut-être pas obtenu... Et c'est même une certitude, on n'a pas obtenu tout ce que nous souhaitions vis-à-vis du dossier de candidature, mais il y a quand même eu un grand nombre d'évolutions notables. Déjà sur la perception qu'ont les Français du niveau d'accessibilité de notre pays, je pense que ces Jeux ont permis que collectivement nous prenions conscience qu'il y avait encore une grande marche à franchir pour que cette autonomie des personnes en situation de handicap dans leur accès à l'espace public, dans leur déplacement, dans leur mobilité, soit vraiment facilitée et qu'ils retrouvent cette pleine autonomie. Merci beaucoup, Marie-Amélie. J'en viens à la question traditionnelle du podcast Les Engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Alors aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une petite pensée pour Marie Bochet. Marie Bochet qui est une championne paralympique. Elle a gagné 8 titres paralympiques en paraski alpin. Pourquoi Marie ? Parce que Marie, elle vient tout juste de mettre un terme à sa carrière sportive. Donc je trouve que ça serait intéressant de l'entendre sur tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a pu ressentir, comment elle a construit cette carrière. Et puis parce que Marie, très récemment, elle a pris la coprésidence de la commission des athlètes du comité paralympique. Donc ça démontre bien qu'elle a vraiment envie de s'engager pour les autres, pour la pratique du sport des personnes en situation de handicap. Elle a été représentante de la France au comité paralympique international. Et dans un temps où on est en train déjà de se projeter sur les Jeux
olympiques et paralympiques de 2030, les Jeux dans les Alpes françaises. C'est aussi intéressant peut-être de voir finalement comment on doit aussi collectivement s'engager pour que l'accessibilité de la montagne et des sports de nature devienne une vérité pour les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup Marie-Amélie Le Fur. Je rappelle que vous êtes présidente du comité paralympique et sportif français et que vous incitez chacune et chacun à aller vibrer avec les para-athlètes. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis sur Apple Podcasts et Spotify. À bientôt.